L'actualité en quelques minutes sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'information. L'unique et principal titre de ce journal: célébration de Pâques. Le PCA de l'association Ankabé Mayala, aux côtés de la communauté chrétienne du Mali, est l'unique et principal titre de ce journal. Comme je vous l'annonçais dans le titre, dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques, l'association Ankabé Mayala, dirigée par son président du conseil d'administration, Syed Badra Aliou Ousmane Haïdara, fils du guide spirituel des Amsar, a effectué une visite à l'église catholique de Yirimadio pour dresser ses vœux de joyeuses fêtes à la communauté chrétienne. C'était ce samedi 4 avril 2026 à l'église catholique de Yirimadio, Penda Kone et Abdoulaye Diarra. Un geste fort de fraternité et de cohésion sociale, l'association Ankabé Mayala a marqué la célébration de Pâques 2026 par une visite symbolique à l'église catholique de Yirimadio. Conduite par son président du conseil d'administration, Seydi Aliou Badra Haïdara, la délégation est venue témoigner son soutien et adresser ses vœux de paix, de santé et de bonheur à la communauté chrétienne, tous émus par cette célébration. Dans le monde entier, d'avoir nous donné la parole à cet instant précis. C'est un plaisir pour l'association Ankabé Mayala. Sur ces nouveaux solis, nous vous souhaitons une bonne et heureuse fête de Pâques à tous nos frères chrétiens, que nous sommes très comblés et très joyeux d'être parmi vous à ce jour, le 4e mois, l'an 2026. Les responsables de l'église catholique de Yirimadio ont à leur tour salué cette initiative qu'ils qualifient de louable et porteuse d'un message fort d'unité nationale. Ils ont remercié l'association pour ce geste qui contribue à consolider la paix et la cohésion sociale. À chaque fête chrétienne, l'association Ankabé Mayala se déplace à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur du Mali, partout où il y a les structures de l'association Ankabé Mayala. Et on se déplace pour se rendre à l'église et pour montrer à nos frères chrétiens et notre fraternité, et pour montrer l'image de la paix, l'image de la cohésion sociale. Et c'est ça aussi les idéaux d'Aliou Ousmane Haïdara, dont la devise est unité, solidarité, laïcité. Donc aujourd'hui nous sommes venus à l'église de Yirimadio à travers le chef suprême, Aliou Ousmane Haïdara, pour souhaiter non seulement la bonne fête de Pâques, mais aussi appeler nos frères et sœurs chrétiens à la prière pour notre pays, le Mali, et pour toute l'Afrique ainsi que tout le monde entier. C'est toujours de souhaiter bonne fête à la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs. Je dirais merci également à toutes les structures Ankabé Mayala du Mali et de l'extérieur pour leur participation à cette fête grandiose de la communauté chrétienne. C'est ça l'appel de notre chef Aliou Ousmane Haïdara. Et restons debout, restons un, restons unis. C'est ça la devise de l'association Ankabé Mayala, unité, solidarité, laïcité. Et vivre ensemble, c'est célébrer ensemble. Cette visite s'inscrit dans la dynamique d'action citoyenne menée par l'association Ankabé Mayala visant à promouvoir le dialogue interreligieux et le vivre ensemble au Mali. La cérémonie a été marquée par des chants de louanges à Allah, des prestations de danse, des bénédictions ainsi que des témoignages. Elle s'est également soldée par une remise des cadeaux de l'association Ankabé Mayala aux responsables de l'église catholique de Yirimadio dans une ambiance de joie et de convivialité. L'école privée des hautes études pratiques a célébré la sortie de sa promotion 2025, baptisée Hawa Keita ce samedi 4 avril à l'hôtel Hazalayo. La cérémonie a rassemblé les étudiants, professeurs, membres de la famille Keita et d'autres invités. Abdoulaye se retrouve pour le reportage. Ils sont désormais 67 étudiants à avoir obtenu leur diplôme de l'école privée des hautes études pratiques, reconnue pour son approche pratique et innovante de l'enseignement, permettant aux étudiants de développer des compétences concrètes et utiles pour leur future carrière. Le directeur général de l'EPEP a exprimé ses impressions sur la réussite de cette promotion, soulignant l'engagement et la persévérance des étudiants. Cette sortie de promotion était un challenge
qui, j'estime, nous l'avons reçu. Félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'essor de cet événement-là. Je pense d'abord aux parents qui nous ont fait confiance en nous amenant leur progéniture, ce qu'ils ont de plus cher. Je pense au corps professoral qui n'a ménagé aucun effort et surtout au corps administratif, mes collaborateurs de tous les jours. Et surtout les étudiants également. Les étudiants parce que ce n'était pas évident, mais ils ont cravaché dur et le résultat est là. Comme on le dit chez nous, engagement pour activité, persévérance et réussite. Le représentant de la famille Keïta a félicité les lauréats et a encouragé les jeunes filles à emboîter le pas de feu Awa Keïta. Quand Awa faisait son combat, il n'y avait pas de télé, et il n'y avait que Radio Mali et elle était vraiment sur un chemin épineux où les hommes n'acceptaient pas que les femmes parlent, où les hommes n'acceptaient pas que les femmes essayent de s'égaler, d'être leur égale. Elle a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui le chemin est facile, c'est bien tracé. Il y a des femmes ingénieurs, des femmes architectes, tout ce que vous voulez. Je crois que là où elle est aujourd'hui, elle s'est rendue compte que son combat n'a pas été vain. Ça a servi à quelque chose. La majeure de la promotion, qui a brillamment réussi ses études, a également partagé ses expériences et exprimé ses sentiments de joie. Je suis très contente et très ravie d'être nommée majeure de promo de cette remarquable promotion de l'EPHC Smart School. C'est un accomplissement personnel, mais aussi tout autant partagé avec toutes mes familles et puis un remerciement à nos professeurs aussi qui nous ont beaucoup aidés. Grâce à eux, je suis là aujourd'hui comme majeure de promo. Cette cérémonie, marquée par une ambiance conviviale et émouvante, avec des moments de partage et de reconnaissance, s'est achevée par la remise des diplômes aux lauréats. La communauté musulmane d'Atété-Bourou, dans le quartier des 700 logements, a vécu une soirée de prêche exceptionnelle baptisée la Nuit de la Fraternité ce samedi 4 avril. Organisée par Cheikh Mamadou Konaté, cette cérémonie d'envergure a rassemblé un large public des fidèles musulmans aux religionnaires et d'autorités gouvernementales, tous réunis autour du thème « Consolider la cohésion sociale ». Un reportage de Fatmata Konaté, Kone et Ibrahim Koulibaly. Cette soirée de prêche, intitulée la Nuit de la Fraternité, est placée sous le haut parrainage du président de la Fêtière islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, vise à promouvoir la cohésion sociale et l'entente entre les différentes communautés. Les discours et les interventions ont mis en avant l'importance de la solidarité, de la tolérance et du respect mutuel pour bâtir une société plus harmonieuse. L'événement a offert aux participants l'occasion de réfléchir sur les moyens de renforcer la cohésion sociale au Mali face aux défis actuels. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on rend grâce à Allah exactement. On remercie aussi l'initiateur qui est Cheikh Mamadou Konaté. Comme d'habitude, il organise chaque année cette scène de prêche. Et précisément cette année, il a dénommé ou dédié la scène de prêche comme il y a actuellement une question de cohésion sociale qui est là entre les musulmans, en d'autres termes entre les sunnites et les soufis. Donc il a pris l'initiative de mettre le thème de cette année, vraiment la cohésion sociale entre les musulmans. Ça c'est une recommandation déjà faite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ». Donc si le cheikh a pris cette initiative-là, ça va donner beaucoup d'impact. Les autorités gouvernementales présentes ont salué l'initiative et réaffirmé leur engagement à soutenir les actions en faveur de la paix et de la stabilité. La question de paix, c'est une question transversale parce que dans la vie d'un pays, aucun développement ne peut réussir sans qu'il y ait la paix. Organiser cette nuit pour véhiculer le message de paix, de cohésion, de paix, je crois que c'est une activité, une volonté qui doit être appréciée à sa juste valeur. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté par rapport à cette activité.
Je salue Mamadou Konaté qui est l'initiateur de cette activité et que vraiment ça cadre avec la volonté des plusieurs autorités. Cette soirée de prêche a démontré que, malgré les différences, les Maliens peuvent se réunir et partager des moments de fraternité et de solidarité. C'est un message d'espoir pour l'avenir du pays qui a besoin de plus de cohésion et de solidarité pour relever les défis du développement. La cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions, des prières et des bénédictions pour le Mali et pour la communauté musulmane. Après un temps d'arrêt, la clinique médicale La Paix, située près du département technique du Chérif La TV, relance ses activités. C'était à la faveur d'une journée de consultation gratuite initiée ce dimanche 5 avril. Suivant à ce propos les impressions recueillies par Alhamidou Badini et Nouhon Kone. Les activités que nous menons ici, on fait la consultation généraliste, la consultation spécialiste. Et puis il y a l'odonto ici, l'accouchement, les analyses, on fait pratiquement tout dans notre domaine. Ce matin, on a organisé une plateforme pour la consultation gratuite à Mourababou ici. Cette consultation porte pour la sensibilisation d'une nouvelle clinique qu'on vient d'aboutir. Au niveau de la sensibilisation, les gens sont venus, ils nous ont donné l'espoir. On peut faire quelque chose à Mourababou ici, franchement. Je suis assistant médical en odontostomatologie. Donc, moi, mon travail consiste à faire des détartrages, les soins dentaires, les prothèses dentaires. Donc, ça, ce sont les œuvres des spécialistes. On a tous ces programmes-là, surtout les prothèses dentaires, ça c'est sur le rendez-vous avec les spécialistes. Le message que j'ai à lancer à tout le monde, c'est à tout le monde de nous faire confiance et de venir faire leurs soins ici. On aura beaucoup de choses à faire dans le monde de la santé et surtout ce qui concerne la dent. Donc, on a pas mal de spécialistes, on travaille avec eux. La clinique La Paix est située à Mourababou, Chikoro, non loin du Chérif La TV. L'Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali a organisé un atelier de concertation sur l'unité et la cohésion de la jeunesse musulmane ce samedi 4 avril à Kabbalah. L'événement a porté sur le thème l'unité des musulmans au Mali, point de départ, point d'arrivée. Voyons ensemble. Cet atelier a permis aux participants de partager leurs expériences et leurs idées, de définir des stratégies pour renforcer l'unité et la cohésion de la jeunesse musulmane au Mali, ainsi que de trouver des moyens pour éviter les conflits et les divisions. Cet atelier devrait permettre de dégager effectivement quels sont les points de divergence au sein de la communauté musulmane, quels sont également les points de convergence, comment concilier tout cela, quelles sont les recommandations qu'on pourra faire sortir de cet atelier-là qui puissent être utiles à la communauté musulmane, qu'on pourra effectivement soumettre au Haut Conseil islamique du Mali pour qu'elle puisse être suffisamment exploitée pour cette même initiative que le Haut Conseil islamique du Mali a initiée depuis un moment dans cette même mouvance-là pour que la communauté musulmane du Mali, malgré la diversité d'opinions, malgré les différents courants religieux, que nous puissions tous converger sur plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. Car c'est l'union qui fait la force et aujourd'hui notre pays a plus que jamais besoin de stabilité et de paix. Et la paix et la stabilité ne peut être possible que lorsque la communauté musulmane qui constitue la grande partie de la communauté religieuse du Mali puisse se réunir, s'unir et surtout contribuer à cette paix et ce vivre ensemble-là. Donc nous espérons effectivement que cet atelier puisse contribuer à cela. Le représentant du Haut Conseil islamique du Mali ainsi que celui du ministère chargé des affaires religieuses, du culte et des coutumes ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à soutenir de telles initiatives en faveur de la paix au Mali. Tout d'abord, nous remercions l'Alliance et nous félicitons l'Alliance pour la bonne organisation de cette rencontre. Au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madame Haïdara, qui a pris l'initiative de relancer
ce projet de dignité afin que le musulman puisse se donner la main et qu'on puisse s'unir autour de l'essentiel. L'unité dans la diversité de compréhension, l'unité dans la diversité d'opinion qui fait partie de riches cultures de cette grande religion qui est la religion musulmane. Et c'est pour cela que nous remercions l'Alliance pour l'organisation de cette rencontre et on les encourage, on les félicite et on les demande de continuer. Et il y a l'accompagnement du Haut Conseil islamique du Mali. Nous aimerions vraiment adresser nos vives salutations vraiment à toute la communauté musulmane, et spécialement effectivement la jeunesse, l'Alliance de la jeunesse musulmane pour la défense et l'unité, donc compris. Donc rien ne vaut vraiment les disputes inutiles surtout. Il faut se donner les mains pour que vraiment il y ait vraiment la paix, la quiétude dans notre cher Maliba. Donc au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, vraiment nous saluons tous et nous souhaitons vraiment bon vent vraiment à l'Alliance. Notons que cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités religieuses et cadres du pays. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a animé sa traditionnelle conférence de presse. Lors des échanges, Abdul Kassim Ibrahim Fomba a mis l'accent sur la nouvelle loi sur le sport déposée sur la table du Conseil national de la transition et de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Pour plus de précision, je vous propose de l'écouter au micro de Issouf Koulibaly. Les jeunes aujourd'hui doivent travailler pour l'intérêt de leur pays. Et je pense que le Conseil aujourd'hui l'a bien compris. Et dans ce cadre-là, le Conseil national a initié énormément de formations pour ses propres membres et pour d'autres jeunes. Priorité a été donnée au recrutement des jeunes aujourd'hui. Donc dans le processus même actuel de recrutement ici même au Palais des Pionniers et dans différents sites que nous avons, c'est vraiment le procédé que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. L'autre chose, ce sont les différentes coupes que nous avons aujourd'hui qui ont été jouées en Égypte par rapport à l'équipe nationale senior féminine du 26 au 1er. Également par rapport à toujours l'équipe féminine du 11 au 17 mars en Chine. Donc au-delà de cela, il y a eu des relectures de textes. Il y a la relecture de la loi régissant le sport qui date de 2017. Nous avons les arrêtés qui fixent les primes qui ont été également relus et ainsi que les arrêtés qui fixent le montant qui doit être fixé pour nos infrastructures sportives. Donc nous avons plusieurs textes en relecture aujourd'hui et cela va nous permettre de plus en plus de donner le service adéquat dans le cadre de notre mission à nous. Parce que des fois nous avons envie de bien faire, mais on est souvent buté devant des problèmes de texte et ces relectures-là vont nous aider à avancer. L'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a organisé ce dimanche 29 avril 2026 une cérémonie de remise de distinction, deux tableaux de reconnaissance à la famille So, grand opérateur économique dans la région de Kayi, localité de Djalafara. Cette initiative vise à honorer les personnalités engagées dans le développement socio-économique du pays. Penda Kone et Boubacar Traoré pour le compte-rendu. La population de Djalafara a réservé un accueil chaleureux au président de l'AJPM ainsi qu'au PDG de la compagnie Nina Touley Transport, Souleymane Sow. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales, témoignant de l'importance accordée à cette initiative. Un opérateur du Bercail a été honoré comme ça. Nous, on peut que nous en réjouir de cela. Vraiment, on lui souhaite bon vent et plein succès. Oui, nous souhaitons bon vent à l'AJPM. Vraiment que l'endroit qui continue sur cette lancée. Les prix méritants doivent être vraiment récompensés. Moi, je suis vraiment ému
Et la joie que vraiment j'ai vue dans mon cœur aujourd'hui est dépassée. Les mots me manquent même pour qualifier vraiment cet événement-là. Un événement grandiose que je ne peux pas vraiment dire tout ce qui est vraiment dans mon cœur. En tout cas, vraiment, je suis en train de prier le bon Dieu. Parce que c'est celui qui a été décoré aujourd'hui, c'est mon jeune frère. Il mérite cette médaille-là, parce que c'est vraiment un opérateur qui ne joue pas vraiment avec... Après cet accueil chaleureux, la cérémonie a officiellement débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali, marquant un moment solennel. Les participants ont ensuite suivi une projection d'images retraçant le parcours et les réalisations du PDG, diffusée sur un écran géant, mettant en lumière son engagement et ses contributions. Cette distinction des trophées nous a fait très plaisir et on est très fiers de ça parce que c'est grâce aujourd'hui à Nila Toulel, la compagnie qui a tendu ses mains et c'est par rapport à ça que l'AGPM nous a distingué ce trophée-là. On va serrer la ceinture de plus pour pouvoir au moins 2026-2027 faire mieux que 2024-2025. Un moment fort de la cérémonie a été la prestation artistique qui a émerveillé l'assistance avant de passer à la remise des distinctions orchestrées par le président de l'association des jeunes premiers du Mali. Plusieurs personnalités ont été honorées, notamment le maire de la commune de Djalafara ainsi que Souleymane Sow qui a reçu une attestation de reconnaissance et un trophée en tant qu'opérateur économique. Ses épouses ainsi que l'ensemble de la famille Sow ont également été décorés de médailles en signe de reconnaissance pour leur contribution et leur soutien. Bon, l'objectif de cette cérémonie de remise est de valoriser le PDG de Nina Toulel qui est Souleymane Sow. Vraiment actuellement dans la commune de Djalafara, nous on a constaté qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts énormes pour valoriser la commune, pour faire rehausser le transport aussi. Nous attendons à ces grands opérateurs économiques rien que le développement de notre secteur. Donc en général le Mali tout entier. Donc si on a essayé d'aider, donc être ensemble, il peut faire mieux, plus que ça. À travers cette cérémonie, les organisateurs entendent non seulement célébrer le mérite, mais aussi encourager les nouvelles générations à s'investir dans le développement socio-économique. Direction Côte d'Ivoire, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du président de la fête islamique du Mali, a animé une grande soirée de prêche dans la fédération de la Nawa à Méagui. Cette cérémonie de prêche a rassemblé une forte mobilisation de fidèles musulmans venus accueillir le fils du président de la fête islamique du Mali avec enthousiasme. Voyons ensemble Jakaria Dambili. Dès son arrivée, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a été accueilli avec ferveur par les militants et sympathisants Ansar qui l'ont escorté jusqu'à la place d'accueil. La soirée de prêche qui a suivi a été l'occasion pour le prince héritier de la famille chérifienne de délivrer un message de paix et de cohésion sociale. Les participants, visiblement touchés par le discours de Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, ont exprimé leur entière satisfaction. Recevoir un descendant du prophète de surcroît, le fils aîné actuellement de Asseyid Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui est Asseyid Cheikh Tidiane Haïdara, c'est une fierté pour nous, la fédération de la Nawa, et que c'est une fierté pour tous les musulmans ici à Méagui. Le thème de cette tournée, qui met en avant l'importance de la paix et de la cohésion sociale, a été souligné par le parrain de la cérémonie comme étant d'une grande actualité. Ce thème, comme je l'ai dit, c'est un thème évocateur, c'est un thème très important. Parce que il faut voir ça sur des angles. Parce que nul contrainte à la religion. Contrairement en ce qui concerne la foi, il ne peut pas avoir de contrainte. Et Dieu même l'a dit, parce qu'appartenir à une religion, ça va du cœur. C'est ce que le prédicateur est en train d'expliquer. C'est le cœur qui parle. Donc, c'est tout à fait normal que la population comprenne qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à une religion. Voilà, c'est seulement la bonne volonté. Maintenant, on peut parler de contraintes au niveau de la pratique. Dans la pratique des religions, il y a certaines contraintes,
tel qu'il ne faut pas tuer, c'est interdit de tuer, c'est cela, il faut faire les 5 prières, tout ça, ce sont des contraintes, c'est obligatoire. Mais la véritable contrainte dont on parle ici, c'est la contrainte pour adhérer à la religion. Et vraiment, c'est un très bon thème que nous saluons à sa juste valeur. Les membres de la délégation du shérif se disent très honorés par le bon déroulement de cette tournée de sensibilisation. Cette soirée du prêche s'est conclue par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam par de nombreux participants. Voyons à présent l'essentiel du tour du monde avec El Hadji Moussa Fomba. Téhéran ne rouvrira pas le détroit d'Ormuz à la libre circulation des navires en échange d'un cessez-le-feu temporaire, a rapporté Reuters, citant un responsable iranien anonyme. La source a ajouté que l'Iran rejette également tout délai pour parvenir à un accord. Selon elle, les propositions de cessez-le-feu du Pakistan sont à l'étude, mais les États-Unis ne semblent pas prêts à accepter un cessez-le-feu permanent. Reuters avait précédemment rapporté que le Pakistan avait élaboré un plan de cessez-le-feu prévoyant un arrêt immédiat des hostilités, suivi d'un accord global permettant la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Axios a indiqué que les parties discutaient d'un cessez-le-feu de 45 jours. Le 5 avril, le représentant de l'Iran à la Maison-Blanche a déclaré qu'un accord était fort probable d'ici le 7 avril. Auparavant, Donald Trump avait menacé de frapper les infrastructures énergétiques et civiles si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz avant le 6 avril, repoussant ensuite l'échéance au soir du 7 avril. Téhéran, de son côté, dit préparer des réponses aux propositions de Washington pour résoudre le conflit, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Bagaïé. Les médiateurs nous ont présenté des propositions il y a quelques jours, notamment le plan en 15 points des États-Unis transmis par le Pakistan et d'autres pays amis. Nous avons alors déclaré que ces propositions étaient excessives, inhabituelles et illogiques. En fonction de nos intérêts et de nos considérations, nous avons formulé nos propres exigences, a-t-il déclaré selon l'agence de presse IRNA. L'opération militaire en Iran a coûté aux États-Unis plus de 42,1 milliards de dollars en près de 37 jours de combat selon le portail Iran World Cost Tracker. Le suivi en temps réel du portail est basé sur un exposé du Pentagone au Congrès américain daté du 10 mars, qui indiquait que Washington avait dépensé 11,3 milliards de dollars au cours des 6 premiers jours d'hostilité au Moyen-Orient et prévoyait de dépenser 1 milliard de dollars supplémentaires chaque jour suivant le début du conflit. Les pertes financières subies par l'économie saoudienne cette fois-ci en raison du manque à gagner à des coûts supplémentaires liés à l'opération militaire américaine contre l'Iran ont dépassé 10 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources. Cette perte est due aux restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz qui affectent négativement les volumes d'exportation de pétrole du royaume, aux dommages militaires partiels causés par les frappes de représailles iraniennes et à l'annulation d'événements internationaux majeurs tels que le Grand Prix de Formule 1, écrit le journal. Dans ce contexte, les autorités du pays et les principales entreprises publiques revoient le calendrier des grands projets d'infrastructure, notamment la construction du nouveau gratte-ciel, afin de réduire leurs dépenses actuelles. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite envisage une augmentation accélérée de son budget de la défense, ce qui nécessiterait également une réaffectation des fonds, précise le journal. Le président américain Donald Trump pourrait limoger le chef du Pentagone, Pete Hegseth, si la situation en Iran continue de se détériorer, a déclaré Fatih Sekirj, chroniqueur du journal Hurriyet. Il ne serait pas surprenant que Trump remplace prochainement le secrétaire à la guerre Hegseth, a fait remarquer le chroniqueur. Le récent message d'adieu du chef d'état-major de l'armée de terre américaine, Randy George, récemment limogé, a peut-être suscité des remous. Certains pensent que Hegseth a rejeté la responsabilité des échecs sur le chef d'état-major, a-t-il ajouté. Selon lui, Trump subit des pressions importantes en raison de la situation dans le détroit d'Ormuz et des destructions d'avions américains par l'Iran. Dans ce contexte, il pourrait adopter une position ferme envers l'OTAN, car l'Alliance ne lui apporte aucun soutien dans le détroit, a souligné le chroniqueur. Il pourrait également annuler sa participation au sommet de l'OTAN à Ankara, ou du moins, nous pourrions l'entendre menacer de le faire, a écrit Sekirj. Le chroniqueur a indiqué que dans ce contexte troublé, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, est devenu une personne d'intérêt pour la Maison-Blanche. Il a souligné que Cooper avait dirigé l'opération de sauvetage du membre d'équipage du F-15AE et l'amiral Cooper était au cœur même de la phase la plus importante de cette opération. Il a travaillé en Irak et en Syrie, connaît bien la région et y dispose de contacts, a déclaré le chroniqueur. Pendant le conflit syrien, il a élaboré des plans et mené des opérations avec la CIA pour organiser les forces démocratiques syriennes, a-t-il ajouté. Cooper s'est rendu à plusieurs reprises à Erbil,
a rencontré les dirigeants régionaux kurdes et les commandants des groupes armés kurdes et a participé à la préparation et à la coordination de leurs actions, a-t-il poursuivi. Il a conclu que si l'Iran continue d'exercer des pressions dans le détroit d'Ormuz, attaque les pays du Golfe, n'accepte pas les exigences de Trump et continue d'abattre des avions militaires américains, le président américain sera acculé. Dans ce cas, Trump tentera soit de se dédouaner en remaniant profondément son cabinet, notamment en nommant le secrétaire à la guerre, puis en rejeter la faute sur d'autres responsabilités, a déclaré le chroniqueur. Une crise économique de grande ampleur qui va se prolonger pendant des décennies ne vaut pas la peine d'expérimenter une nouvelle voie européenne pour Minsk, a déclaré à l'agence d'information russe TASS le chargé d'affaires par intérim du Bélarus à Bruxelles, Sergei Panassiuk. Il serait intéressant d'entendre le Parlement européen débattre de ce qui est le mieux pour le peuple biélorusse, d'entendre des arguments en faveur d'une coopération mutuellement avantageuse, de la création d'emplois, de l'accès à la nourriture, aux soins médicaux abordables et à des prix de l'énergie normaux. Mais le débat se résume souvent à des libertés illusoires, des valeurs hypothétiques et des règles européennes, a constaté le diplomate, commentant la multiplication des rencontres avec des représentants de l'opposition radicale biélorusse au sein des institutions européennes. Du point de vue des intérêts des Biélorusses, comme de ceux des Européens, il y a un problème. Selon lui, les véritables intérêts des Européens exigent la reprise d'un dialogue normal avec Minsk et Moscou, plutôt que d'une nouvelle tentative pour intégrer le Bélarus à la sphère d'influence de l'Union européenne. Concernant le Bélarus, l'Union européenne devrait s'intéresser aux questions de sécurité commune et indivisible, de surveillance conjointe des frontières, de lutte contre la contrebande et le crime organisé, de gestion des migrations, de logistique et de liberté de circulation, d'approvisionnement en produits du bois, produits alimentaires et machines, ainsi qu'à la coopération humanitaire. Et il semble désormais que l'expérience acquise dans l'exploitation de la centrale nucléaire bélarusse soit également recherchée, a souligné le diplomate bélarusse. Et voilà, c'est tout pour cette aventure de l'information. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous à 20h30 pour la prochaine édition avec Fatmata Kane. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de programme à vous.